La suite du journal avec nos invités ce soir. D'abord l'invité politique du 22h, lui, Alliot. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vice-président du Front National. Avec nous également Jérôme Sainte-Marie. Bonsoir. Bonsoir. Directeur de l'Institut de sondage Polling Vox. Et puis notre chroniqueur, Jean-Louis Combeau, nous accompagne. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors dans l'actualité aujourd'hui, il y a d'abord, on vient de le voir, les conclusions de cette conférence citoyenne sur la légalisation du suicide assisté. C'est le débat sur la fin de vie. Jérôme Sainte-Marie, pour les Français, dans les sondages que vous réalisez, le débat est tranché. Ils sont dans une très large majorité pour aller plus loin, justement, sur ce sujet. En toute transparence, je n'ai pas de sondage récent sur la question, mais ce que j'ai pu observer au fil des années montrait une progression régulière de l'approbation de différentes formes d'euthanasie. C'est lié en grande partie aussi au déclin de la pratique religieuse et des attaches catholiques en réalité de la population. Ça joue très fortement. Et c'est sans doute aussi un nouveau rapport, si vous voulez, au corps, à la santé, si j'ose dire, qui joue. En tout cas, le résultat, quelle que soit la manière dont on pose la question, est désormais majoritairement favorable. Lui, Alliot, pour vous, la loi Leonetti, elle est suffisante aujourd'hui? Il faut des avancées? Non, elle est suffisante. Elle trouve un équilibre, si vous voulez. Et jusqu'à présent, on ne voit pas pourquoi on irait plus loin. D'ailleurs, à part quelques groupes... Quand les soins palliatifs et la batterie des antidouleurs utilisés n'apportent plus de solution, est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Il y a les sondages d'un côté, et j'écoutais moi ce matin une série de reportages qui font parler l'humain, de gens qui ont vécu ces situations, et on s'aperçoit que c'est très partagé, et qu'aujourd'hui, avec les soins palliatifs, l'entourage du malade en fin de vie, on arrive à des choses très structurées, très humaines, il faut bien le dire, et donc moi je remets quand même en cause ces sondages sur des sentiments, sur l'intime, qui ne veulent pas nécessairement dire quelque chose. Une très large majorité, une écrasante majorité de Français qui sont pour autoriser l'euthanasie. On n'est même plus là dans le suicide médicalement assisté. Oui, non, c'est que, encore une fois, comme il s'agit d'un domaine sur lequel il y a l'action du législateur, il n'est pas aberrant de demander l'opinion des citoyens, c'est tout. Voilà, c'est 92% de Français favorables dans un sondage publié en novembre. Oui, Jean-Louis Combeau. 92% de gens qui sont généralement en bonne santé. C'est-à-dire que le problème qui se pose, c'est est-ce que ces sondages... dans leur entourage, dans leur famille... Pas toujours. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, quand on demande aux médecins ce que les gens en fin de vie sont-ils majoritairement à 92% pour une solution de ce type, le pourcentage généralement diminue. Enfin, c'est le témoignage que je peux recueillir en interrogeant des médecins. En fait, c'est une réponse à une question abstraite pour la plupart des gens qui ne sont pas directement concernés. Vous vous rappelez la fable de La Fontaine sur le vieil homme et la mort, qui appelle la mort, et quand elle arrive, il dit non, recule, va-t'en, Mais etc. là, on est dans la remise en cause des sondages, alors. Non, sur ce point particulier. Oui. Sur ce point Non, particulier. mais on ne vit pas non plus sous la dictature des sondages, à un moment donné. C'est une question. Reconnaissez que c'est un thermomètre, quand même. Non, oui, mais c'est une question. Je vous signale que les sondages, 2 mois avant le référendum en 2005 sur l'Europe, donnaient le oui gagnant. Le non l'a emporté. Quand ils vous sont favorables, vous les citez avec plaisir, ces mêmes sondages. Monsieur Alliot est pour l'euthanasie de l'Europe, de toute façon. Voilà, exactement. Nous ne vivons effectivement pas sous la dictature des sondages. D'ailleurs, c'est parce que nous ne vivons pas en dictature qu'il y a des sondages. Donc, encore une fois, c'est un sujet qui est abstrait, pour revenir au sujet central, qui est abstrait pour les gens, mais la plupart des sujets sont abstraits. Par ailleurs, encore une fois, ça peut changer, par rapport à ce que vous disiez, l'euthanasie, en tout cas dans les sondages, est présentée comme un acte qui serait un acte volontaire. Donc, c'est assez logique que ça puisse varier selon les périodes. Encore une fois, c'est un droit qui est reconnu par l'opinion, ce n'est pas une obligation. Le chef de l'État s'était engagé à faire voter une loi sur le droit de mourir dans la dignité, avait-il dit. Ça vous fait un petit peu... Ça fait sourire parce qu'il a tellement promis, François Hollande. C'est un sujet sensible, mais je croyais que vous ne vouliez pas qu'on avance sur la loi. C'est un sujet sensible. On ferait mieux de s'occuper du chômage, on ferait mieux de s'occuper de l'insécurité, des dérives de l'Europe, de Bruxelles, des choses concrètes. L'euthanasie, à mon avis, ce n'est pas la première priorité de l'opinion publique. Tous dans la chair, non, beaucoup de Français ça fait partie de l'enfumage du Parti socialiste et du gouvernement qui, pour éviter qu'on parle des choses qui touchent les citoyens socialement, économiquement, vont chercher des sujets sociétaux
dont ils savent qu'ils divisent quand même la France et les Français et dont ils espèrent en tirer un bénéfice électoral à court terme dans les élections municipales. Ces sujets existent, hein, les gens les vivent malheureusement. Existe, oui, bien sûr, non, mais l'enfumage. Alors parlons justement des sujets concrets également, c'est le pouvoir d'achat. L'autre actualité, Jean-Louis Gombault, elle est économique avec le choix du gouvernement. Ce n'est pas une surprise de ne pas accorder le coup de pouce supplémentaire au SMIC. Le salaire minimum, on le précise, augmentera bien de 1,1% au 1er janvier. C'est automatique, mais pas plus. Pourquoi ? Pas plus parce qu'il y avait des raisons sans doute économiques et politiques. Les raisons économiques sont généralement connues, c'est que l'augmentation du SMIC provoque une augmentation du coût salarial pour les entreprises que l'on chiffre à 450 millions d'euros globalement, et puis aussi pour l'État, parce que l'État embauche beaucoup de smicards. Sur les 3 millions et quelques de smicards, il y a 1 million de gens qui travaillent dans la fonction publique, et augmenter le SMIC plus que ce que demande la loi, aurait provoqué un coût de l'ordre de 350 millions pour l'État. À cela s'ajoute le fait que vous savez que les dégrèvements de charges sociales augmentent avec le SMIC, c'est-à-dire que on baisse les charges sociales jusqu'à 60% au-dessus du SMIC. Si vous augmentez le SMIC, ben vous augmentez les dégrèvements de charges sociales, et ça aurait coûté 700 millions à l'État. Vous additionnez le tout, l'État a dit non, je ne verrai pas plus loin. Et puis il y a une raison politique, parce qu'en fin de compte, si on avait fait un coup de pouce, il n'aurait pu être que modeste. On aurait dit c'est pas un coup de pouce, c'est un coup d'auriculaire, c'est pratiquement rien du tout. Ce qu'aurait dit l'opposition tout de suite. Il aurait dit, évidemment. Donc de toute façon, les critiques politiques, elles auraient été là. Et enfin, surtout, monsieur Hollande veut fixer un cap. Il veut dire qu'il tient une ligne. Sa ligne, c'est rigueur, c'est compétitivité. Et évidemment, dès que le moindre écart lui aurait été reproché. Justement, sur le plan... Qu'est-ce que vous voulez rajouter à ce qu'il vient de dire ? Monsieur a tout dit. Oui. Simplement, ce que vient de dire monsieur, c'est que c'est dans la feuille de route de la Commission qui a encadré le budget de l'État. Non, Jean-Louis Gombault a dit on ne distribue que ce que l'on a. Mais c'est pas possible. On ne peut pas faire autrement dans les conditions de négociation que la Commission a validées, en quelque sorte, dans le budget de l'État, la Commission européenne. Il était marqué, je veux dire, textuellement qu'on ne pouvait pas augmenter le SMIC plus de, etc. Et on tombe dans la fourchette légale, c'est-à-dire le 1%. Il y a aussi l'aspect économique, parce que le gouvernement n'alourdit pas aussi le coût du travail. Il pense donc d'abord à l'emploi, et sa logique à lui, c'est l'emploi qui va amener le pouvoir d'achat. Il ne pense pas à l'emploi, il est dans le statu quo. On a une période de crise, de déficit budgétaire, de compétitivité en berne, et le gouvernement fait face là à une crise qu'il ne peut maîtriser parce qu'il ne se donne pas les moyens de la maîtriser. Le SMIC, ça fait partie d'une toute petite variable d'ajustement sur laquelle il ne peut pas appuyer. Vous auriez distribué parce que vous avez une hotte du Père Noël toute pleine. Mais c'est pas ça, la hotte du Père Noël, c'est de renégocier l'Europe pour reprendre un peu de liberté, tout simplement. Jérôme Sainte-Marie. Oui, il faut bien voir effectivement que là, le gouvernement a au moins deux publics. Il y a effectivement l'opinion. Et ça, je suis désolé de réciter un sondage, mais un sondage Politvox dans 20 minutes, voilà. Ce qui est assez frappant, c'est de voir quand on demande aux Français, en spontané, de quoi ils se souviennent en bien de l'action de François Hollande depuis son arrivée au pouvoir. Je crois qu'il y a 2% d'entre eux qui arrivent à citer un sujet social. Inversement, quand on demande de quoi ils se souviennent en mal, le manque d'efforts pour les plus démunis apparaît très nettement. Et pas seulement parmi les classes populaires, en général, ça apparaît très fortement. Donc là, il voit bien que le gouvernement ne répond pas à cette demande. Mais en même temps, on est bien obligé de reconnaître qu'il y a un autre public, c'est effectivement les marchés financiers, c'est effectivement l'Europe, c'est effectivement l'interview de M. Mario Draghi, je crois, hier dans le JDD, qui montre que nous agissons clairement sous surveillance. Alors on va parler à présent de ce qui va venir. Ce sont évidemment les municipales et les différents partis, dont le vôtre, qui sont en ordre de bataille. Parlons encore un moment et avec un mot des sondages. Jérôme Sainte-Marie, que peut-on dire des intentions de vote en faveur du Front National et en particulier chez les jeunes ? Alors, vous parlez sans doute des élections municipales. Oui. Là-dessus, et Politvox en réalise aussi, en publie aussi, mais en accompagnant ces intentions de vote d'une énorme précaution. Il est impossible aujourd'hui d'estimer le volume de l'abstention. Or, pour parler du Front National, l'électorat du Front National est souvent un électorat jeune, populaire, etc., et par plus ou moins bien intégré socialement, et en général, hein, et qui est dans certaines zones, notamment dans le Nord, particulièrement sensible à la montée de l'abstention.
Pour dire les choses autrement, il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils vont aller voter à gauche ou qu'ils vont aller voter pour le Front National ou pour l'UMP. On n'est pas sûr en réalité qu'ils vont aller voter. Et on le saura, ça uniquement, j'espère, dans les dernières semaines. En tout cas, ce que l'on voit dans les études locales, publiées ou pas, c'est là où il y avait des listes en 2008, une augmentation, une multiplication de l'ordre de 2 ou 3 du score escompté du Front National, d'après ses intentions de vote toujours fragiles. Et généralement, on est à 2 ou 3 points en deçà du score qu'avait atteint dans les villes où j'ai travaillé, en tout cas, Marine Le Pen à la présidentielle. Donc un score très élevé. Pour dire les choses autrement, 10% c'est le seuil de qualification, 10% est suffrage exprimé, c'est un seuil assez bas en réalité, de qualification pour le second tour. Il y a de nombreuses villes, de nombreux secteurs, je pense à Marseille par exemple, dans lequel le Front National pourra imposer les triangulaires, voire peut espérer l'emporter. Alors intention de vote évidemment ne veut pas dire vote, on va rester très prudent, mais par rapport aux jeunes Lialio, c'est une stratégie de votre part d'approcher les milieux étudiants. Après le collectif, on s'en souvient, Racine, c'était pour les professeurs. Il y a une volonté de votre part avec un nouveau collectif, un Bara, vous allez me confirmer, pour s'insérer justement dans le milieu étudiant? Je ne suis pas persuadé qu'il porte ce nom, mais le collectif est en construction, c'est vrai, chez les jeunes étudiants, on va dire. Hein. On était un peu absent de l'université et même des lycées. On est en train de s'y réintéresser parce que justement, nous avons eu une arrivée, pas pour dire massive, mais de jeunes dans la tranche 17-25 ans qui méritent effectivement... Une arrivée, comment vous la voyez? Mais on est arrivé de quand Marine a pris le Front National en 2010 et aujourd'hui, on a 75 000 adhérents aujourd'hui et la part des jeunes a, on peut dire, triplé, voire quadruplé. Et pour séduire ces jeunes, vous iriez jusqu'à changer de nom du parti? Ça, c'est un débat qui... Oui, non? Non, mais c'est pas un tabou chez nous. Non, mais je vous pose la question, parce que vous avez l'air surpris. Pour l'instant, non. Mais je veux dire, c'est peut-être des choses que nous soumettrons au peuple des adhérents. C'est eux qui quand même décident de l'avenir de leur mouvement. Votre avis personnel, vous en avez un sur le nom de votre parti? Très honnêtement, plus on avance, plus nous nous présentons aux Français tels que nous sommes, plus ils nous perçoivent tels que nous sommes, et moins, je pense, nous serons obligés de changer de nom. Ah, donc vous êtes défavorable à un changement de nom? À titre personnel, oui, mais ça ne me gênerait pas outre mesure, il faut bien le dire. Alors vous pourriez changer de nom, mais pas d'ADN, comme le dit Henri Guénaud, le député UMP, qui a publié une tribune ce soir dans le quotidien Le Monde, qui est intitulée « Le FN ou le contraire de la fraternité ». Alors il dit en substance, il ne faut plus attaquer, critiquer le Front National comme certains le font actuellement, en l'accusant de parti raciste ou xénophobe. Ça ne sert à rien, puisqu'il n'est pas interdit ce parti, mais il faut voir son ADN, dit-il, sa conception, et ce parti a toujours eu besoin d'ennemis pour exister. Sa nature est d'être l'instrument d'une colère. Il est marqué par une radicalité inhumaine. Que répondez-vous à cela? Je réponds que M. Guénaud, j'ai lu son papier, rapidement, il faut bien le dire, mais se trompe, parce que le seul ADN qui est changé, c'est le sien. J'ai connu un Henri Guénaud, moi, qui défendait la souveraineté de la France, l'indépendance nationale, une espèce de gaullisme patriote, attaché à des valeurs, etc. Il a été le principal conseiller de M. Nicolas Sarkozy et il a toléré tout le contraire. Traité budgétaire européen, Europe de Bruxelles, tout l'inverse de ce pourquoi il s'était battu, j'allais dire, tout au long de sa carrière politique. Je le prends très honnêtement, moi, pour un arriviste, je vous le dis franchement, un arriviste de qualité, cultivé, tout ce qu'on veut, mais un arriviste quand même qui est capable, auprès d'un président, de lui conseiller l'inverse de ce qu'il pense réellement, et c'est en cela qu'il est assez faussaire dans son analyse. Là, ça se critique sur lui, sur la politique qu'il a menée avec le président Nicolas Sarkozy, mais pour sa critique sur vous, quand il dit vous êtes marqué par une radicalité inhumaine, vous surfez sur une colère. C'est quoi la radicalité inhumaine? Ça ne veut rien dire. Nous n'avons jamais été au pouvoir, nous sommes dans l'opposition. Nous n'avons jamais, comme lui, participé à l'élaboration de programmes et d'une politique qui a été sous Nicolas Sarkozy quand même, une politique assez grave d'endettement, de violence au sens social du terme. C'est lui qui porte cette responsabilité. Nous, très honnêtement, nous sommes des observateurs et des spectateurs de sa politique. Jean-Luc Gombault ou Jérôme Sainte-Marie, peut-être dans les sondages, l'image du Front National, peut-être. L'image du Front National s'est améliorée, on le sait bien. L'image de Marine Le Pen est bien supérieure à celle de son père. Sa cote de popularité est de l'ordre de 25%, je pense même au-dessus souvent. Là-dessus, c'est vrai que ce type d'argument sera du mal quand même à passer. Je crois que les Français ont un rapport, si j'ose dire, existentialiste à la politique, c'est-à-dire que l'existence précède l'essence. Poser la question de l'essence profonde des partis, des individus, au fond, c'est les actes et les prises de position qui sont déterminants. En tout cas, on voit que sur ce Front National, ça a beaucoup évolué. Ce que l'on voit dans cette interview, ce qui me paraît important, c'est la préparation du discours que pourra tenir l'UMP pour éventuellement
interdire à ces élus locaux d'être tentés par d'éventuelles fusions de listes entre les deux tours des municipales. C'est bien cette perspective, cette échéance des municipales qui, à mon avis, commence à affoler un petit peu les compteurs. Jean-Louis Gombault. Il y a le cadrage politique que vous venez de rappeler, mais il y a aussi au niveau local quand même l'image des candidats locaux que personne ne connaît et qui ne sont pas connus. Alors comment va se traduire cette amélioration de l'image à l'échelle globale pour vous avec le fait qu'on met un bulletin de vote pour quelqu'un qu'on ne connaît pas? Ou qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît. Et qui ne correspond pas du tout à l'image que donne M. Guénaud de nous. Je veux dire, quand je me balade moi-même dans les rues de Perpignan, les gens me connaissent parfaitement, ils voient qu'ils n'ont pas à faire... Vous êtes M. Alliot. Non, mais d'accord, mais on a une installation locale, on y vit, etc. Quand ils vont lire demain le papier de M. Guénaud, puisque ça va arriver en province demain, ils vont dire, M. Guénaud, il est bien gentil, mais il a gouverné la France pendant 5 ans. Alors, vous parlez de ça. En attendant, il y a beaucoup de recrues qui sont partis également. Non, 3, pas beaucoup, 3 sur 750. Avec quand même des arguments fracassants. Qu'est-ce que vous avez à répondre sur ce point? Ah ben les arguments fracassants, le plupart du temps, ce sont eux aussi des faussaires d'ailleurs, contre qui nous avons déposé plainte. Bon, tous faussaires, alors après tous Les pourris, tous faussaires. 3 sur 750, c'est quand même très peu. Si vous voulez qu'on s'intéresse à tous ceux qui ont quitté le Parti Socialiste ou l'UMP, c'est vous dire que la liste est beaucoup plus longue. Conclusion d'Henri Guénaud, pour finir avec cette tribune, il dit une chose est sûre, le Front National n'est pas le nom de la fraternité. C'est un mot tabou pour vous, un gros mot? Je sais bien qu'on en est à l'hommage à Mandela et que tout le monde doit être fraternel en cette période, mais enfin, encore une fois, je ne vois pas la fraternité, elle fait partie de la devise de la République, et je ne vois pas en quoi nous serions moins fraternels ou moins solidaires ou moins national que d'autres. Et de ce point de vue-là, j'ai du mal à cerner l'analyse. On se demande ce qu'il a voulu dire, si ce n'est quand même qu'il s'apprête, je pense, à fabriquer son propre parti politique. C'est ce que j'ai lu entre les lignes. Quand même, M. Alliot, vous choisissez vos frères. C'est-à-dire que quand même, le concept de fraternité, c'est un concept général. Vous choisissez vos frères. Politique sociale, politique du logement dans votre programme, réservé uniquement à vos frères français, pratiquement, et les autres... Écoutez, sous le règne de la République française, il n'est pas inutile de s'occuper d'abord comme vous dites, de ses frères français plutôt que des frères qui viennent d'ailleurs. Ça ne paraît pas en soi choquant au moment où il y a 9 millions de pauvres et 5 millions de chômeurs. Ça, j'avoue que ça ne me choque pas des masses. Ce qui se passe, je crois, d'important dans le discrédit actuel du pouvoir en place et dans la déception des sympathisants de gauche, des anciens électeurs de François Hollande, c'est qu'au fond, c'est au-delà du gouvernement, c'est pas très important, mais c'est l'espérance sociale portée par la gauche qui est atteinte. C'est le projet social-démocrate en réalité qui est atteint, ce qui fait que les gens qui sont en difficulté, ou les citoyens en général, ont tendance à adopter la grille de lecture nationale en disant là au moins il y a encore la possibilité de retrouver un peu davantage de biens. Enfin, quand le gâteau ne s'élargit pas, etc., ils se disent on va se faire partager entre nationaux et non nationaux. Se rajoute à cela un autre thème, parce que souvent pour critiquer le Front National, c'est le thème de l'Europe qui est utilisé. Il faut bien voir qu'aujourd'hui le discrédit, à tort ou à raison encore une fois, mais en termes d'opinion, le discrédit de la construction européenne est immense et grandissant. En tous les cas, cette tribune, elle sonne aussi le début de la riposte et on peut dire que les élections municipales sont lancées. Et tant mieux, parce qu'on va pouvoir aussi s'occuper des arguments de M. Guénaud et de l'UMP. Et des arguments de fond également, surtout d'abord. Très bien, d'abord. parfait, le débat d'abord. Merci, Louis Alliot, d'avoir été notre invité.